Merci beaucoup d'être là pour ce mardi de l'Observatoire du cinéma au Québec. Je m'appelle Oriane Morier, je suis chargée de cours à l'UDM et j'ai le très grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Chélanie Baudin-Quintin. Souvent on dit qu'en recherche ou dans le corps professoral il faut être neutre. Je suis absolument pas neutre à l'égard de Chélanie, je vous le dis tout de suite, je suis une grande fan invétérée. Et je suis donc particulièrement heureuse qu'elle ait accepté mon invitation. Donc, je vais simplement vous dire que Chélanie est créatrice de ciné-danse, d'œuvres de réalité virtuelle et de réalité augmentée et fait également de la vidéo pour la scène. Mais je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est justement de présenter un petit peu son travail. Donc, l'idée sur laquelle on est parti, c'est vraiment de faire une discussion agrémentée, vous allez voir, de photos, de vidéos que Chélanie, en fait, surtout, parce que c'est à elle que je vais donner la parole, va commenter. Donc, peut-être qu'en introduction, c'est vrai que je t'ai présenté très brièvement, mais j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu sur comment tu te définis en tant que créatrice, pour quel médium tu pratiques, quel genre de film et quel est ton rôle dans la création. Je vais avoir plusieurs chapeaux, là, mais donc je me définis principalement comme réalisatrice ou artiste. Je viens à la base du milieu des arts visuels et médiatiques, puis depuis plusieurs années, je fais surtout de la réalisation de films, de courts-métrages, comme Oriane le disait, donc de ciné-danse. Pas tous mes projets impliquent la danse, mais beaucoup, ou alors je vais travailler le corps. C'est très important pour moi dans ma pratique. Puis j'ai toujours été aussi attirée par d'autres formes, donc le court-métrage traditionnel, donc les formes de l'installation, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. On va vous présenter là, quelques projets avec toutes ces formes-là. Puis selon la nature des projets, par exemple, quand je fais des projets pour la scène, bien, je vais aussi avoir un chapeau de monteuse ou parfois bien, de productrice ou coproductrice, là, selon les projets. Excellent. Est-ce que tu peux peut-être nous définir ce que c'est qu'une ciné-danse? Oui. Ben, comme le mot le dit, finalement, là, c'est comme ciné-danse. Ça mêle les deux disciplines, du cinéma et de la danse. Moi, je l'écris en enlevant l'espace entre ciné et danse pour vraiment faire un tout. En fait, l'idée, c'est de vraiment penser, de ne pas aller filmer une chorégraphie. L'idée, c'est de vraiment penser à la danse ou le corps en mouvement pour la caméra. Donc, le film est traité de manière plus chorégraphique, ce qui fait que mes projets, la façon de les approcher, ça va créer des structures narratives qui sont moins axées sur le langage, le dialogue, mais plutôt sur quelque chose qui est incarné, sensoriel. Super. Puis, tout à l'heure, tu as parlé de VR, tu as parlé de AR, donc réalité virtuelle, réalité augmentée. Peut-être qu'en prélude également, tu pourrais un peu nous expliquer comment tu es arrivé chemin faisant dans ces nouvelles technologies audiovisuelles. Quelle a été ton expérience? Comment ça s'est passé? Comment on en vient à la VR puis à l'AR? Ben, c'est ça. J'ai toujours été attirée par explorer d'autres formes de langage. Puis la réalité virtuelle m'attirait particulièrement. J'avais envie de travailler. Il y a comme quelque chose dans la réalité virtuelle qui est un peu entre la scène et le cinéma qui me plaisait bien. Puis, il y a un programme ici, un DESS en art, création et technologie que j'ai décidé de suivre. Donc, j'ai appliqué à ce programme-là. Je l'ai transformé en maîtrise individualisée, mais j'ai eu la chance, mon directeur était Olivier Asselin, d'arriver à l'université au bon moment. Fait que quand je suis arrivée, Olivier Asselin s'était fait proposer par une professeure de la faculté de médecine vétérinaire de développer, réaliser en fait des capsules qui allaient présenter la faculté de médecine vétérinaire. Il y a beaucoup de gens en fait qui veulent aller visiter cet espace-là, que ce soit des écoles secondaires ou des cégeps. Puis même des professionnels. Donc, c'est la professeure Marie-Odile Biancomano. Oui, je sais. J'espère que Marie-Odile, que je ne me trompe pas trop sur son nom, qui donc voulait créer comme un kit qu'elle pouvait offrir parce qu'il y a beaucoup d'espaces qui ne sont pas accessibles au public.
Puis donc, c'est ça, j'ai eu comme mission de magasiner, acheter les caméras parce qu'il n'y avait pas de caméra 360, puis de développer ce projet-là. Fait que ça a été une super expérience. Puis c'était aussi un défi parce que je devais autant présenter des espaces comme en nécropsie qui sont gigantesques. Là, les plafonds sont super hauts. Puis ça, c'est super pour la réalité virtuelle parce que tu sens et tu vis vraiment l'espace. Que le laboratoire de bactériologie. Puis là, j'étais comme, comment, avec une caméra 360, je peux comme donner accès à cet univers-là. Fait que j'avais décidé de créer une œuvre qui allait mêler. J'avais filmé aussi en fait, quelqu'un avait filmé des images avec une caméra traditionnelle, que je pouvais les intégrer, un peu comme si on allait regarder au microscope, là, certaines images. Je pouvais les intégrer dans ces capsules-là. Fait que ça a été comme un gros apprentissage, puis ça m'a permis de faire aussi, apprendre le montage, le stitching. Là, je ne sais pas qui est familier avec quoi, mais en réalité virtuelle, il y a toujours une étape qu'on appelle le stitching. Donc, c'est des caméras avec plusieurs lentilles, puis l'idée, c'est de faire en sorte que l'image soit belle, puis c'est comme un peu la couture, finalement. Ouais, c'est la couture. Exact, entre toutes ces caméras-là. Donc, si je prends l'image brute puis que je la regarde, mais ça se peut qu'il y ait comme des distorsions dans mon image. Donc, il y a des manipulations à faire pour avoir comme un produit qui soit mieux fini. Fait que j'ai appris tout ça avec ce projet-là. Maintenant, j'essaie des fois de confier cette partie-là à d'autres. Mais au moins, je sais de quoi on parle. Tu sais, ça m'a permis de maîtriser les outils. Puis ce projet-là, c'était en quelle année, juste pour mettre la table sur la maturité de la technologie? Je suis tellement pas bonne avec les chiffres, mais ça doit faire 7 ou 8 ans, peut-être. Oui, c'est ça. Donc, c'était au tout début du renouveau de la VR, on va dire. Exactement. Ouais. Super. Je te propose en fait d'abandonner les nouvelles technologies pour l'instant, on va y revenir là, mais pour aller vers une forme un petit peu plus classique, encore que très novatrice quelque part et créative, que sont justement la vidéo pour la scène, avec notamment 3 projets, donc la conception pour la scène. Donc peut-être que tu pourrais déjà nous expliquer ce que c'est pour toi que la conception pour la scène par rapport à ta pratique particulière audiovisuelle? En fait, c'est plusieurs choses selon avec qui on travaille puis selon la nature des projets. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec Marie-Ève Milot en théâtre. Puis, l'idée, c'est vraiment un travail de collaboration. Moi, j'aime faire ce genre d'œuvre-là parce que quand je développe mes projets, c'est du travail qu'on développe de longue haleine. Il y a beaucoup de préparation. Il y a des demandes de subventions qui viennent aussi avec ce type de travail-là. Puis quand tu arrives dans des créations pour la scène, tu arrives dans l'univers de quelqu'un. Donc, moi, je trouve ça super inspirant d'avoir une thématique qui m'est donnée, puis de creuser à quel moment les vidéos vont occuper l'espace. C'est un autre type de travail parce que faut choisir par rapport, selon les besoins de la pièce, est-ce qu'on veut emmener le spectateur dans un autre univers, le sortir du théâtre, ou est-ce qu'on veut le garder à l'intérieur de la scénographie puis de l'univers qui a été créé. Ça a été souvent plus cette approche-là qui a été privilégiée dans les projets que j'ai développés, ce qui fait qu'il y a rarement un grand décor. Je vais plus travailler avec des accessoires puis des interprètes. Puis donc, c'est ça. J'ai aussi, les interprètes sont souvent déjà choisis, donc je travaille avec, c'est ça, un cadre qui est plus précis, puis ça stimule la créativité. Moi, j'aime vraiment faire ça. C'est des moments plus courts aussi. Excellent. Puis peut-être que maintenant, on peut peut-être détailler. Donc, il y a 3 projets sur lesquels tu es en train de travailler actuellement. Non, il y en a certains qui sont terminés? Oui, en fait, j'en ai 2 qui sont des projets passés, puis un qui est un projet en cours. C'est ça. Puis, je te propose qu'on les détaille un petit peu, puis qu'on regarde quelques photos, puis quelques extraits. Le premier, ça serait Sissi, il me semble. Est-ce que tu peux nous expliquer en premier lieu ce que c'est que Sissi? Oui, Sissi, c'est une pièce de théâtre qui est mise en scène par Marie-Ève Milot, puis écrite par Nathalie Dumas. Ça a été présenté à la Petite Licorne. Et puis, est-ce que je dis des bêtises? Oui.
C'est une pièce, en fait, ici, c'est une femme qui cherche à s'affranchir. Fait que c'est une pièce qui traite des thèmes de la famille, de l'amour, de l'amitié. Sissi, elle est d'origine égyptienne et puis donc elle remet en question certaines structures culturelles qui trouvent qu'il l'empêche de s'émanciper comme elle voudrait. Puis elle idéalise un peu finalement son environnement culturel au Québec. Donc elle va développer des liens d'amitié, puis elle va chercher finalement à un peu exploser la famille nucléaire. On peut peut-être regarder la bande-annonce. Voilà, parfait. Tu peux parler, peut-être nous expliquer un petit peu ton travail sur ça. Bien, c'est ça. Ce type de travail-là, déjà, Marie-Ève Milot, elle fait extrêmement confiance à ses collaborateurs, collaboratrices. Donc, tu sais, il y a du brainstorm, des échanges d'idées. Puis, souvent, elle a une idée assez précise des moments dans la pièce où elle a envie que ces films-là apparaissent. Puis dans le cas des pièces de Nathalie Doumard, c'est souvent très volubile. Donc, il y a vraiment beaucoup de dialogues, beaucoup d'échanges, beaucoup de textes dans les pièces. Donc, les moments vidéo arrivent un peu comme des respirations. Puis l'idée, c'est de se plonger plus dans l'intériorité des personnages. Dans le cas-ci, c'était dans l'intériorité de Sissi. Puis, là, je retourne un peu en arrière, mais donc, ma principale collaboration, ça va être avec la metteur en scène, mais elle m'intègre aussi avec l'équipe. Donc, dès le moment de la conception de la scéno, on va échanger, on va discuter, puis ma scénographe proposait plusieurs choses, puis elle a des suggestions de la place que pourrait occuper la vidéo finalement dans le décor, puis ça va vraiment influencer la narration qui va être créée forcément. Puisque là, par exemple, on avait une structure qui était verticale, qui reprenait aussi le motif des carreaux à l'arrière, puis qui devenait un mur. En tout cas, quand il n'y a pas de projection, c'était comme un mur. Puis c'est ça. Donc, les vidéos sont réfléchies en fonction de la scène aussi. Puis j'avais un défi particulier pour ce projet-là, c'est que il y a 2 comédiennes qui interprétaient le rôle principal. Donc, je devais créer 2 versions ou alors travailler avec une version, mais transformée. Là, il y a par moments où j'ai juste allongé les cheveux dans l'ombre chinoise. J'ai triché pour pouvoir avoir 2 versions parce qu'elles n'avaient pas tout à fait la même longueur, mais elles étaient habillées pareil, fait que ça passait. Puis je travaille aussi beaucoup en collaboration avec le compositeur qui est Antoine Berthiaume. Donc, on se fait aussi quelques allers-retours. C'est lui qui compose la musique de toute la pièce. Puis au moment où on crée les vidéos, je vais faire une première passe ou alors des fois, il m'envoie des maquettes, puis on va travailler comme ça en collaboration. Fait que c'est vraiment nourrissant aussi pour le montage. Puis voilà, donc ici, j'avais exploré beaucoup la suspension, comme vous avez vu. C'est comme un peu ce personnage-là qui est comme pris dans un tourbillon de remise en question, qui veut s'affranchir, puis qui, c'est ça, qui est envahi. Pour moi, les images que je crée, j'espère qu'elles communiquent un peu, c'est ça, cette intériorité que le personnage peut vivre. Il y a aussi le travail de la chute que j'ai exploré, cette espèce de chute qui est entre la chute de je me plonge, j'essaye quelque chose, je me laisse aller, qui donne un peu le vertige, mais il y a aussi quelque chose d'un peu enfantin dans quelqu'un va m'attraper, j'essaie, je me laisse tomber. Il y a beaucoup d'humour aussi dans la pièce de Nathalie, fait que c'est pas l'idée de tomber dans quelque chose de très deep, là, mais de laisser vivre aussi cet espace-là. Puis vous avez peut-être vu un petit clin d'œil à Persona de Bergman avec la projection et l'enfant. Voilà, il n'y a pas de nécessairement grande réflexion conceptuelle, mais c'est plus esthétique derrière. Merci beaucoup. Puis la deuxième création scénique pour laquelle tu as travaillé, c'est Mama. Mm-hmm. On voit d'ailleurs, je pense, l'affiche officielle de la pièce. Est-ce que tu pourrais d'abord peut-être nous résumer ce que c'est que Mama? Oui. Mama, c'est une pièce de théâtre qui était à Duceppe, qui est passée en 2023,
23-24 ou 22-23. Je vous ai dit, je suis pas bonne avec les dates. Mais donc, qui est passée à deux reprises au Théâtre du CEP, qui est aussi une pièce écrite par Nathalie Doumar et mise en scène par Marie-Ève Milot. Puis Mama, c'est en fait 12 femmes qui se retrouvent au chevet du patriarche mourant. Et donc, elles vont passer plusieurs journées, plusieurs nuits ensemble. C'est des femmes sur 3 générations, donc il y a des échanges, des souvenirs qui sont échangés. Il y a des portes qui s'ouvrent sur des souvenirs plus douloureux. Il y a aussi cette confrontation, ou en tout cas toujours bienveillant, avec beaucoup d'amour, mais entre des pensées qui peuvent être différentes entre générations, mais aussi entre différentes valeurs. Puis donc, c'est ça. Puis on a quelques jeux de photos. Oui. Ça, donc ça, c'était la scène. Exactement. Puis donc, j'avais un beau défi. La projection vidéo se faisait dans un grand miroir. Donc, quand il n'y avait pas d'image, on pouvait voir le reflet de la scène. Puis, quand il y avait de la vidéo, bien là, la vidéo prenait le dessus, mais c'est un grand travail aussi d'ajustement avec l'éclairage, parce que si on avait trop d'éclairage, bien là, ça créait un peu soit une bataille, ou alors c'était voulu et contrôlé d'avoir un mariage entre le reflet de la scène puis l'image vidéo qui était projetée. Je ne peux pas vous montrer d'extrait, malheureusement, parce que bien, la pièce va peut-être rejouer ou tourner, donc je n'ai pas l'autorisation de vous montrer. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Mais je peux vous raconter. Il y a un deuxième set de photos, voilà. Dans cette pièce-là, on est parti sur... j'ai exploré beaucoup plus le travail des mains. Le personnage du grand-père ou du patriarche qui est alité tout le long de la scène, on ne voit pas son visage. Donc, c'est le seul personnage que j'ai filmé, en fait. C'est le seul visage qu'on voit dans toutes les vidéos. Et tout le reste, j'ai travaillé avec les mains de ces femmes-là. Puis j'ai travaillé en collaboration aussi avec une chorégraphe qui était conseillère au mouvement, Nassim Loutige. C'est ça, pour venir créer, en fait, nos mains sont très expressives. D'ailleurs, je gesticule beaucoup depuis tout à l'heure. Mais donc, nos mains expriment vraiment beaucoup de choses. Puis, je suis passée par cette idée-là pour un peu venir composer les vidéos. Puis tout à l'heure, je disais, je fais souvent le montage, mais il y a beaucoup de choses qui émergent quand je crée le montage de ces projets-là. C'est des projets qui sont souvent aussi avec des budgets quand même limités. Donc, je travaille toujours pratiquement... Oui, toujours pour l'instant, avec Victor Saliba. Donc, on est 2 à créer comme l'éclairage, puis mettre en scène organiser le tournage, puis on collabore ensemble. Puis après, je prends cette matière-là, puis il y a des choses qui émergent, comme ces mains que vous voyez, qui ont un peu l'air d'être en forme de prière. Donc, l'idée, c'était pas nécessairement d'avoir des symboles religieux flagrants dans la pièce, mais il y avait aussi ça qui était un peu... présent dans ce liminal. Exact, d'être auprès de cet homme-là. Il y a certaines des femmes de la famille qui sont peut-être plus croyantes, donc il y avait un peu ça, ces mains qui sont un peu lumineuses. J'ai aussi travaillé beaucoup avec de l'eau. On ne le voit pas très bien là, parce que c'est très éclairé, puis c'est des images très sombres. Mais donc là, on voit justement les mains de la grand-mère. Ah, super! Mes vœux sont exaucés. Il y a de l'eau qui coule, mais on ne voit pas très bien, mais il y avait tout un jeu d'eau. Puis c'est comme... il y a beaucoup de douceur entre ces mains plus jeunes et de la grand-mère, où les deux prennent soin l'une de l'autre. Donc, c'est un peu comme ça qu'on avait travaillé. L'eau, bien là, c'est ça, je ne veux pas vous en dire trop. Il y en a peut-être qui ont vu la pièce aussi. Mais donc, l'eau revient à plusieurs reprises aussi comme un peu une blague, ou en tout cas, ça finit par devenir une blague où tous les membres de la famille offrent toujours un verre d'eau à la grand-mère, puis elle dit toujours « j'ai pas soif », puis ça devient comme ça prend une certaine place, mais là, je l'ai utilisé pour véhiculer d'autres choses. Puis c'est ça, j'ai travaillé aussi avec les fleurs qu'on emmène, donc c'est ça, auprès
dans ce genre de contexte-là, là, travailler beaucoup avec les fleurs. Puis là, il y a beaucoup d'histoires aussi plus douloureuses qui reviennent dans la pièce. Fait qu'à un moment, ça progresse. Il y a des fleurs qui prennent feu. Voilà, c'est comme abstrait de de vous en parler sans que vous ayez vu, mais je pense... Super. Puis le dernier projet, c'est Symphonie des chœurs. Symphonie de chœur, oui, qui est un projet de la chorégraphe Renée Désir qui va avoir lieu à la salle Wilfrid Pelletier le 4, 5, 6 avril prochain. Donc c'est le projet futur. C'est le projet futur. Pas si futur que ça d'ailleurs. Non, imminent. Ça arrive très vite. Avec l'Orchestre métropolitain, avec une composition aussi composition de Joran, avec... j'ai pas les noms de tout le monde, mais Engon, qui crée aussi de la musique, qui va accompagner la musique de l'orchestre avec quelque chose d'un peu plus des afrobeats. Puis il y a plusieurs interprètes sur scène. C'est un projet vraiment différent. C'est une autre façon de travailler, en fait, puis c'est une première collaboration aussi avec Ronnie. Mais là, c'est pas des moments vidéographiques qui viennent créer une pause dans le show, mais c'est plutôt des moments vidéographiques qui font partie du show. Donc, il y a pendant un moment dansé, pendant un moment musical. Donc, c'est vraiment tout un autre travail. Surtout pour ce qui est de la durée, vraiment pouvoir anticiper En fait, je dois créer des vidéos qui vont pouvoir s'étirer en fonction, parce que comme c'est du live, les shows, les moments peuvent varier, fait qu'ils peuvent être plus courts ou un peu plus rapides, fait que je dois créer des mécanismes un peu différents. Puis pour ce projet-là, mais c'est un projet qui est sur la transplantation du cœur, donc d'où le titre. Puis donc, Renée a fait beaucoup de recherches auprès de patients, de médecins. Elle a des partenariats avec l'Institut de cardiologie de Montréal et de Lugano. Puis, on a pu avoir accès à du matériel médical. Donc, cette fois-ci, il n'y a aucun tournage. La création vidéo, elle est faite à partir d'images médicales, des radiographies, des IRM. C'est tout un défi parce que je dois créer plusieurs minutes à partir de petits clips. Fait que j'approche vraiment ce matériel-là plus un peu comme faire de la peinture. Puis je crée des univers. C'est comment, en fait, une image médicale peut finir par exprimer des émotions, devenir un peu plus une allégorie. Donc, c'est ça. Super. Puis on a une bande-annonce, peut-être qu'on peut la regarder. Oui. J'ai peut-être une question un petit peu englobante pour ces 3 projets-là. Pour toi, je comprends bien qu'en fonction des chorégraphes ou en fonction des metteurs en scène, puis en fonction des projets, tu travailles différemment, puis tu te positionnes différemment. Mais est-ce que tu as remarqué une spécificité de la co-création pour la scène? Spécifiquement pour la scène, je pense que c'est vraiment un peu dans ce que je disais tout à l'heure, que c'est ça, c'est vraiment un travail d'équipe, puis que comme là, dans la pièce Symphonie de chœur, au niveau scénographique, il y a un mur avec une patine dorée et un miroir. Donc, ma surface de projection, elle est vraiment... en fait, les vidéos vont vraiment être impactées par cette surface de projection-là. Fait que tout ça fait en sorte que c'est beaucoup d'échanges. On a fait des tests. Le scénographe était là avec différentes patines, par exemple, pour voir est-ce que c'est trop brillant, cette surface dorée-là, est-ce qu'on doit l'atténuer? Puis moi, de comprendre aussi comment ça va jouer sur les couleurs, parce que là, c'est comme un peu doré, jaune, ce qui fait que les couleurs que j'anticipe vont être complètement autre chose. Puis, dépendamment des projets, mais là, ici, l'entrée en salle, elle est très courte. Puis ça, c'est tout un travail différent aussi par rapport à d'autres types de projets où il y a du travail qui se fait quelques jours avant la représentation, où là, on fait tous les ajustements. Puis c'est vraiment comme... Là aussi, il y a des choses majeures, c'est l'occasion de le voir, mais on a peu de temps aussi pour ajuster. Puis dans le cas de ce spectacle-là, c'est un gros spectacle avec l'Orchestre métropolitain. Tout ça demande beaucoup de temps, donc l'ajustement pour les vidéos, il va être très, très court. Mais en même temps, c'est super important d'avoir ce temps-là pour justement que moi, je puisse ajuster la colo. Selon où on est assis aussi dans une salle de spectacle, on voit les images différemment. Fait que ça aussi, c'est comme une autre chose à anticiper pour ce type de travail-là. Yeah, super.
Puis maintenant, j'aimerais bien te ramener vers les nouvelles technologies, en tout cas la réalité virtuelle, réalité augmentée. Donc on a bien compris que un de tes premiers projets, ou ton tout premier projet, c'était celui avec la faculté de médecine vétérinaire, il me semble, c'est ça. Mais une des premières œuvres de VR que tu as fait, c'est 21 Gun Salute. Oui. Est-ce que tu pourrais peut-être déjà présenter l'œuvre? Qu'est-ce que c'est? Oui, 21 Gun Salute, c'est un film 360 qui a une portion dansée. En fait, je m'intéressais à la relation que développent les militaires envers les robots qui s'utilisent, en fait. Depuis 2002, les militaires ont accès à des robots pour travailler. Puis là, dans le cas des démineurs, c'est des robots sur lesquels ils reposent. Leur vie dépend beaucoup de ces robots-là. Puis donc, j'étais tombée sur une recherche de Julie Carpenter qui expliquait le lien d'attachement que les militaires ont envers ces robots-là. Donc, il y en a plusieurs qui vont donner des noms à leurs robots. Parfois, si les robots brisent, bien, ils vont demander à ce que le robot soit réparé et non changé. Il y a quelque chose du fait que c'est des conditions extrêmement stressantes, c'est des petites équipes. Autrefois, c'est des chiens qui faisaient ce travail-là. Maintenant, c'est des robots. Toutes ces conditions-là font en sorte qu'il y a un grand lien d'attachement. C'est ce que je voulais explorer. Puis, je suis tombée sur une histoire de militaires qui ont fait ce qu'on appelle un 21 Gun Salute, qui est comme un enterrement, une cérémonie pour un soldat tombé au combat, mais pour un robot, donc qui était brisé. Donc, j'ai comme illustré, finalement, dans 21 Gun Salute, ce récit-là. Excellent. Mais justement, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce qu'ils avaient de spécifique, en fait, sur le tournage de 21 Gun Salute? On voit donc là des photos du film. Oui, avant, je dirais qu'en fait, c'est un film stéréoscopique, donc qui est comme en 3D. C'est la première fois que je faisais un film stéréoscopique. Donc, c'est un peu différent. L'idée, c'est de reproduire la vue humaine. Puis qu'il y a des images de synthèse aussi qui étaient intégrées dans le projet. C'est aussi un film que j'ai fait sans budget. Fait que je me trouvais chanceuse de pouvoir le présenter au Rendez-vous Québec Cinéma. Mais donc, c'est ça. C'est donc un film à très petit budget. On a fait tout le tournage au même endroit. Une des spécificités excusez, je vous tourne le dos, mais de ce projet-là, c'est en fait typique à la réalité virtuelle. C'est qu'avec les caméras 360, l'équipe doit se placer quelque part, doit se cacher. Donc, on est souvent pas comme dans un film, on voit pas, il y a en fait beaucoup de confiance qui doit être établie entre les interprètes pour qu'on reprenne rapidement s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné parce que nous, on a accès avec un téléphone ou une tablette à l'image, mais c'est moins bonne qualité, tout ça. J'ai aussi travaillé avec, il y avait un robot qui avait été préprogrammé par un étudiant de la Polytechnique, Justin Cano. Et il y a certaines parties du film qu'il ne pouvait pas programmer, donc il devait manipuler avec un fil. Donc, dans cette image ici à droite, il est caché dans le sac poubelle. Donc, c'est des petits défis comme ça qu'on avait pour pouvoir faire vivre ce robot-là, finalement. Puis une autre spécificité, c'est aussi l'éclairage. J'avais décidé que pour ce projet-là, j'allais assumer puis donc travailler l'éclairage comme faisant partie du décor parce qu'autrement, c'est ça, il faut soit l'effacer après coup. Ce qu'on voit ici, les bandes de lumière, là, par exemple. Exactement. Puis donc les grands spots, donc de recréer plus cet effet un peu grand hangar avec des gros spots de construction, c'est comme d'assumer cette esthétique-là plutôt que d'essayer d'effacer les spots. Excellent. Puis ça, c'est l'équipe de danseurs, j'imagine? Exact. Tout ça, c'est les interprètes, danseurs et comédiens. Dans le fond, c'est comme une image qui vient illustrer un peu cette dynamique-là des militaires dans ce lien avec le robot. Donc, le robot fait partie de la gang, de la famille. Excellent. Et si on regarde un petit peu la diapo d'après,
Moi, je voudrais bien que tu me parles de ça. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Si ça vous intéresse, pour comprendre un peu le processus pour finalement scénariser ou storyboarder la réalité virtuelle, c'est qu'en fait, on pense en 360. C'est vraiment plus un travail d'espace. On ne passe pas en termes de cadrage, de gros plans, mais on va plutôt penser en termes d'espace. Donc, est-ce que l'action se passe en proximité, dans mon intimité, dans ma bulle, ou est-ce que se passe en arrière-plan? Donc, là, j'ai donné la référence, mais c'est comme finalement une façon de travailler, de positionner la caméra au centre, puis d'aller placer les interprètes autour pour finalement penser comment, puis pour pouvoir aussi l'expliquer aux interprètes, mais comment tout ça va prendre forme. Fait que c'est une forme de storyboard. Sauf que moi, je n'arrive pas à travailler uniquement là, avec des schémas comme ça. Donc, je me fais quand même toujours des dessins, des croquis, des storyboards plus traditionnels. Puis en même temps, ça fait référence aussi, quand on travaille le montage en réalité virtuelle, on peut travailler en alternance avec le casque puis sur l'écran d'ordinateur. Mais donc, on va avoir une image qu'on appelle équirectangulaire qui est déployée. Donc, mes croquis vont un peu référer à ça. Donc, on finit par s'habituer. C'est-à-dire que je sais que sur les côtés, bien là, c'est l'arrière de mon image. Au centre, c'est mon point focus, mon point central. Puis après, au montage, bien, il y a tout un travail à faire d'anticipation de où le public va regarder. Donc, il faut penser aussi à ça. Il faut guider, en fait. C'est vraiment un travail qu'on ne fait pas en film traditionnel, mais guider le regard de l'utilisateur, de l'utilisatrice. Le son est un bon allié pour ça. Donc, on peut utiliser le son spatialisé pour attirer l'attention ou le regard à un certain endroit. Ou alors, par exemple, un déplacement de personnage qui veut nous emmener à nous tourner. Puis souvent, le réflexe du public, ça va être au début du projet de regarder vraiment tout autour, un peu partout. Donc, c'est bien d'avoir aussi des éléments qui vont comme préciser, voici l'action principale se déroule à tel endroit, qui va guider le regard. Puis, j'ai une question... Non, si tu reviens, voilà. J'ai une question particulièrement un peu spécifique par rapport à ça, de ma casquette de, on va dire, expert en scénarisation, là. Ce type de document-là, ce document de travail, comment il circule dans l'équipe, à qui il sert? Bon, à toi pour essayer de conceptualiser un petit peu ce que tu veux faire, mais peut-être tu le montres à qui, puis comment tu travailles avec tes collaborateurs? Bien là, je suis partie... Ça, c'est un projet que j'ai quand même fait beaucoup, je veux dire, pour la post-production toute seule. Tout ce qui était en amont de la post-production, c'est sûr que c'est utile pour... c'est souvent nouveau pour les interprètes de travailler dans ce type d'espace, d'apprendre à jouer pour une caméra. Elle a l'air d'un tout petit robot, là, avec 6 yeux. Fait que d'apprendre à travailler dans ce type d'espace-là, je pense qu'au moins, ça leur permet de se plonger en amont dans un peu l'univers du projet. Puis, tu sais, je travaille aussi avec un scénario traditionnel où je vais écrire ou détailler les actions. Oui, moi, ça. Super, merci. Puis peut-être pour clore sur ce projet-là, peut-être que tu pourrais me dire un petit peu ou nous dire un petit peu qu'est-ce que t'a apporté le film 360 par rapport à du film plus traditionnel. Qu'est-ce qui t'a donné envie pour ce sujet-là d'explorer la vidéo 360? Mais je pense déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, le son, l'univers sonore. Comme j'ai un background plus en art visuel et médiatique, on dirait que tout ce qui est très visuel prenait tout le temps le dessus dans mes créations. Même dans les conceptions pour le théâtre, j'ai jamais... Tu sais, je veux dire, je travaille avec la musique, mais il n'y a pas de conception sonore ou d'ambiance sonore. Fait qu'on dirait que ça m'a redonné le goût de travailler cette conception sonore-là, puis de voir toute la richesse que ça apporte, puis son importance. C'est fou comme en réalité virtuelle, en fait, l'environnement sonore joue pour beaucoup. Puis, sinon, bien, c'est aussi, en fait, l'utilisateur, la caméra, c'est un peu le corps de l'utilisatrice.
Donc, c'est aussi intéressant d'aller travailler le corps autrement. Donc, je travaille avec des danseurs, des interprètes, des danseuses, mais je travaille aussi à quelque part le corps du public. Dans ce projet-là, par exemple, à un moment, j'ai mis la caméra au niveau du sol. C'est la scène de l'enterrement, mais les gens ont vraiment cette sensation-là d'être enterrés eux aussi, tu sais, physiquement. Fait que ça, je trouve que c'est super riche et intéressant comme matière. Oui, parce que tu joues avec les hauteurs de la caméra dans ce film beaucoup. Hein. Ben, un peu, disons. Pas tout le temps, je donne pas mal au cœur, puis j'étourdis pas trop, mais je me suis permis de tricher à ce moment-là, puis d'avoir une caméra qui est beaucoup plus basse, alors que normalement, ben, le standard, c'est de mettre la caméra à la hauteur d'une personne moyenne, disons. Excellent. Ben, merci beaucoup pour ce projet. Donc après 21 Gun Salute, tu as eu l'occasion de travailler sur Underwater, qui est une ciné-danse aquatique en réalité virtuelle. Pourrais-tu, même chose, nous présenter un petit peu le projet? Oui. Ce projet est né grâce à Oriane, c'est à spécifier, qui avait envie de voir, de scénariser, de voir vivre une œuvre qui serait en 360, qui serait sous l'eau et qui serait dansée. Donc, on est parti du scénario d'Oriane avec la chorégraphe Caroline Lorrain-Bocage pour créer, en fait, on est en train de la créer. Donc, le tournage est passé, mais l'œuvre n'est pas encore terminée. Mais pour réaliser Underwater, où, pour résumer, c'est un peu, des interprètes qui viennent, qui prennent possession d'une piscine publique, disons à la tombée de la nuit, et qui voient leur corps se transformer. Donc, on a joué avec ce lâcher-prise, avec l'apesanteur qu'emmène l'eau, mais aussi avec cette idée de retrouver quelque chose qui serait plus terrestre, comment ces corps-là peuvent se transformer pour essayer de se grounder. Puis donc, on a créé toute une narration à partir de ce langage chorégraphique-là. Donc là, tu es en train de terminer la post-production, mais est-ce que tu voudrais nous commenter un petit peu ce qu'on voit, quels ont été les enjeux peut-être de la création de ces images-là? Bien, en fait, ça a été un très long processus, là, puis un processus super le fun parce que mon bureau, pendant un bout de temps, était la piscine. Mais donc, avec la chorégraphe, on travaille vraiment tout le temps ensemble. Donc, chaque répétition, j'étais là, on filmait avec une caméra de moins bonne qualité pour pouvoir comprendre où on allait aller avec la création de la chorégraphie, dans l'exploration de l'espace. Au niveau technique aussi, la réalité virtuelle, il faut avec les caméras 360, respecter une certaine distance, mais c'est un enjeu parce que plus on a de distance dans l'eau, plus, en fait, les personnages deviennent flous. À cause de la densité de l'eau. Mais si on est à 1 mètre de la caméra, on risque d'avoir une image qui va se déformer par moment. Donc, il y avait comme beaucoup de tests à faire et d'exploration. Puis il y a c'est sous l'eau aussi. Et c'est sous l'eau, donc il a fallu qu'on... En fait, on travaille avec des interprètes qui viennent de la danse contemporaine. Donc, on leur a offert une formation en apnée pour qu'eux deviennent, qu'ils soient plus à l'aise, c'est ça, c'est prendre une confiance, là. Tout est dans... Le travail dans l'eau, c'est de vraiment apprendre à être calme pour... Justement, tu peux peut-être montrer la slide d'après, ça va être très bien pour illustrer, juste apprendre à être calme dans l'eau. Exact. Donc, c'est ça, en fait, ça, c'est un peu la frustration de ne pas arriver à rester sous l'eau assez longtemps. Mais donc, oui, on a fini. Il a fallu apprivoiser l'eau, en quelque sorte. Même comment on communique sous l'eau, mais en travaillant avec ces profs-là qui offraient la formation en apnée, qui s'avèrent aussi, avoir... en fait, c'est à la fois... je ne sais pas comment le résumer simplement, là, mais il y a une équipe de production pour le tournage qui ont une expertise pour filmer dans l'eau. Puis il y avait aussi une équipe qui avait l'expertise pour faire la formation en apnée, mais ils collaborent très souvent sur des tournages sous l'eau. Donc, ils nous ont accompagnés aussi à plusieurs étapes du projet. Puis on a appris des choses toutes simples comme faire ça sous l'eau.
ça permet d'entendre le son, alors que si tu essaies de crier « Hey, on arrête, remontez », bien, personne ne va t'entendre. Fait que c'est des petits trucs comme ça qu'on apprenait pour communiquer. Puis au-delà de l'humain, parce que on fait quand même un film avec des technologies numériques, sous l'eau. Comment ça se passait au niveau de la caméra? Il y avait besoin d'un caisson? Vous avez dû faire des recherches technologiques un peu poussées? Oui, ça a été long et compliqué parce que, en fait, on voulait, je tenais à ce que le film soit stéréoscopique, donc on ressente la 3D puis la profondeur. Puis donc, une des caméras accessibles, c'est la Insta360 Pro 2. Mais voilà, on voit son caisson. Il n'y a pas de caisson qui se trouve ni à la location. Et à l'achat, c'est un caisson qui est fait en Nouvelle-Zélande. Donc, ça, disons, prenait une grosse partie de notre budget. Puis, c'était un peu, je veux dire, on pouvait se fier aux images qu'ils nous montraient. C'est beaucoup utilisé pour faire de l'apnée, en fait, ces caméras-là. Ce caisson-là, surtout dans le contexte de la Nouvelle-Zélande. Fait que là, on arrivait dans un autre contexte, qu'on avait posé beaucoup de questions, tout ça, puis c'est ça, il fallait être sûr que ça allait bien marcher. Puis il faut prendre beaucoup de précautions parce que c'est ça, c'est dans l'eau, puis que c'est des outils technologiques fragiles. Puis la caméra aussi a fini par chauffer par moment, donc il faut aussi prévoir là, dans le tournage aussi des moments d'attente ou d'imprévu, disons. Puis dans cette photo-là, qu'est-ce qu'ils font les danseurs? Alors, dans la photo à gauche, en fait, c'est que il y a comme plusieurs interprètes qui aident en fait les autres nageurs qui plongent dans l'eau à les sortir un peu magiquement de la surface de l'eau. Fait que si vous voyez le film, vous pourrez voir et vous connaîtrez l'envers du décor. Exactement. Et donc, s'ils attendaient debout, on allait les voir avec la caméra. Alors là, c'est un peu plus facile. On avait moins besoin de se cacher que dans un tournage traditionnel parce que le reflet de l'eau fait en sorte que c'est seulement une zone où on voit à l'extérieur de l'eau. Le reste, c'est plus un effet miroir. Mais dans cette zone-là, par exemple, là, on risquait de voir les interprètes s'ils étaient debout. Donc, à chaque fois qu'ils sortaient de l'eau, il fallait qu'ils se cachent puis qu'ils se préparent pour accueillir les autres qui allaient remonter. C'est un peu ça. C'était sportif. Puis si on regarde donc, la dernière photo ici... Ça vous donne on a travaillé avec c'est aussi de s'assurer d'avoir des éclairages, tout ce qui est autour de l'eau, là, sécurisé. C'est ça, d'avoir des gens qui s'y connaissent quand même pour que ça soit sécuritaire. Puis la dernière image, ça parle justement de tout ce qui est dessin préparatoire, des dessins qui ressemblent un peu, mais un petit peu différents aussi de ceux qu'on a vus précédemment. Est-ce que tu voudrais bien nous commenter, en fait, comment tu as utilisé ce type de document ici? Puis qu'est-ce que c'est? En fait, on est limité avec un tournage sous l'eau parce que la caméra ne peut pas communiquer avec un téléphone ou une tablette. Donc là, on travaille vraiment à l'aveugle. Donc, on a fait beaucoup je le disais, avec une autre caméra, beaucoup de tests préparatoires, mais aussi avec la caméra, quelques jours avant le tournage, on a vraiment fait comme plusieurs tests pour valider l'éclairage, pour valider la position de la caméra. L'avantage d'une piscine, c'est que c'est géométrique, que j'ai des lignes, fait que je pouvais vraiment comme proposer quelque chose de très précis pour les plans, pour que le caméraman aille placer la caméra. Donc, le caméraman savait exactement où mettre la caméra. Les interprètes avaient leurs repères, donc savaient exactement où se placer parce qu'ils bougent dans l'eau, ils tombent, mais il ne fallait jamais qu'ils rentrent dans à 1 mètre. Ils devaient garder une distance d'1,5 mètre de la caméra. Fait que tout ce travail de précision-là était vraiment utile et pratique parce qu'on n'avait pas le temps, pendant le tournage, de sortir la caméra, transférer le matériel, le regarder, puis valider, puis refaire une prise au besoin. On n'avait pas le temps. Chaque fois qu'on sortait la caméra de son caisson, il faut prévoir un 15 minutes, il faut passer de l'air, essuyer. C'est ça. Ce matériel-là nous permettait de... les petites vraies, là, c'est des interprètes qui font beaucoup de brou, beaucoup de mousse dans l'eau. Puis à chaque fois, j'ai la position de la caméra. Fait que ça, c'est ce que j'utilise pour le jour du tournage, là, c'est quel plan on fait, à quel moment, puis où la caméra va être placée. Puis là, tu es passé, on va dire, au traitement de texte, en tout cas au fichier, alors qu'avant, c'était plus du dessin à la main. Est-ce qu'il y a une raison de ce changement-là?
Je pense que pour ce projet-là, je n'avais pas besoin de visualiser tu sais, avec un croquis les corps dans l'espace parce que j'ai tellement travaillé en amont avec les interprètes que je savais exactement au niveau visuel de quoi tu sais, ça allait avoir l'air. Fait que cet outil-là était pour moi, c'est plus technique là, que pour pouvoir imaginer l'œuvre. Puis j'ai deux petites questions subsidiaires justement pour clore un petit peu la discussion sur ce projet-là. La première, c'est est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta collaboration justement avec la chorégraphe Caroline Lorrain-Bocage? Comment ça se fait? Parce que quelque part, vous étiez toutes les deux pas du tout dans votre élément finalement. Tu étais l'experte de VR, mais peut-être pas sous l'eau, avec le nouveau matériel, le film stéréoscopique. Et elle, experte en danse contemporaine, mais encore une fois, pas sous l'eau. Donc comment ça s'est fait la co-création dans un environnement justement avec beaucoup de recherches à faire? Puis, Bien, ça s'est bien fait. Justement, en fait, c'est super d'avoir cette chance-là de pouvoir créer comme ça à deux, puis d'avoir des périodes. On a eu des périodes de résidence. On a commencé, en fait, on allait à la piscine publique pour travailler avec des interprètes, développer le matériel chorégraphique. Fait que je pense que c'est comme la collaboration s'est installée naturellement par le fait qu'on était toujours ensemble en piscine. Après, moi, je préparais le matériel pour qu'on le regarde dans le casque, qu'on se fasse des retours. Donc, c'était beaucoup des échanges, des allers-retours. Puis donc, au final, il y a des moments où je disais justement à Caroline il y a des idées, je ne pourrais pas dire « Ah, c'est ton idée ou c'est mon idée ». Tu sais, ça devient vraiment un projet commun, puis on se nourrit, puis on rebondit, puis ça donne l'œuvre. Tu sais, Caroline, étant chorégraphe, elle va parler beaucoup plus d'état de corps, de ressenti. C'est un autre vocabulaire, alors que moi, j'arrivais plus avec des images qui, pour moi, ces images-là exprimaient ces états de corps-là. Fait qu'elle aussi, elle devait comme... je pense que les deux, on devait apprivoiser finalement le langage de l'autre. Intéressant. Puis la deuxième question, c'est un petit peu, qu'est-ce que tu as apporté ici, la réalité virtuelle, par rapport à un film plus traditionnel? Ça pourrait être un film de danse aquatique là, ou subaquatique, mais plus cinématographique. Bien, je pense que c'est beaucoup la position de l'utilisatrice, là, du public, le fait de pouvoir plonger dans l'univers de la piscine. La première fois qu'on a montré le prototype à la productrice, elle nous a dit qu'elle avait retenu sa respiration pendant quelques secondes parce qu'elle était comme « Ah, je suis en dessous de l'eau ». Puis donc, ça crée vraiment comme des... Bien, en tout cas, chez certaines personnes, ça peut comme créer des sensations physiques, ça joue avec notre corps. Puis ça, je trouve que c'est super riche et intéressant. On n'aurait pas ça. Après, ça ne veut pas dire, je veux dire, on a vraiment envie de créer un film aussi de danse sous l'eau. C'est vraiment un autre langage puis une autre façon de penser. Tu sais, en réalité virtuelle, dans ce type d'œuvre-là, bien, les plans, puis vous l'avez vu là, peut-être que par moment, vous avez trouvé ça long, mais en VR, c'est pas long. Tu sais, c'est ça, on veut regarder partout, tout autour, on veut vivre l'espace. Fait qu'il y a le travail de l'espace, puis aussi de se retrouver, on a une partie dans le pas creux, puis une partie dans le creux, puis quand tu te retrouves vraiment dans le fond de la piscine, puis que tu vois ces corps-là arriver vers toi, il y a quelque chose c'est ça, d'impressionnant. L'espace est vraiment intéressant à exploiter en réalité virtuelle. Super. On va passer maintenant à la AR, la réalité augmentée, avec le projet Une maison dans la main, qui est un opéra en AR. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça mange en hiver, un opéra en réalité augmentée? En fait, c'est un projet de la chaire de recherche en création d'opéra, la chaire de recherche du Canada en création d'opéra. Qui est ici à l'Université de Montréal, du chaire de Anna Sokolovic. Puis je pense que l'idée de base était de créer des opéras pour un peu plus démocratiser l'opéra, aller chercher un autre public, sensibiliser les gens au langage opératique. Puis donc là, c'est un opéra qui peut être regardé depuis qui va pouvoir être regardé depuis le confort de sa maison, soit sur un téléphone ou une tablette. C'est quand même le fun sur une tablette parce que c'est un peu plus grand puis un peu plus profiter du visuel. Mais donc,
notre opéra, parce qu'il y a 4 opéras qui sont développés. Donc, l'opéra Une maison dans la main, prend la forme comme d'une maquette. C'est une maison qui apparaît chez vous. Puis l'histoire, le récit se passe à l'intérieur de cette maquette-là. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un tout petit peu plus sur peut-être la genèse du projet? Quels sont les joueurs? Comment tu es arrivée à justement faire partie de ce projet-là? Je fais présentement un doctorat à Concordia, qui est un programme particulier avec 3 directeurs. Puis j'ai gardé un des directeurs en cinéma, Olivier Asselin, qui est ici à l'Université de Montréal, et il m'a dit « Ah, on va offrir un cours vraiment particulier, je pense que ça t'intéresserait, tu devrais t'inscrire. » Et l'idée du cours, c'était de mettre, en fait, dans un même cours, on était un groupe assez hétéroclite. On avait donc des gens qui viennent de la musique, qui viennent du théâtre en écriture, d'autres qui venaient en design. Puis donc, l'idée, c'était de se rassembler pour pouvoir créer un opéra dans le cadre d'un cours. Fait qu'on a développé un prototype dans le cadre de ce cours-là, avec des professeurs aussi appartenant à différentes facultés. Fait que c'est vraiment un projet rare dans le contexte universitaire, puis assez intéressant. Puis à partir de là, bien, ils ont proposé aux étudiants intéressés d'être engagés par l'université pour créer l'œuvre complète. Passer à un autre stade qui ne sera plus celui du prototype. Fait que pour ce projet-là, on est 2 réalisatrices. Donc, je co-réalise avec Clémentine Brochet. Super. Puis, est-ce que on pourrait regarder les quelques images qu'on a, puis tu pourrais peut-être nous commenter encore une fois ce qu'on voit là? Oui. En fait, juste avant, je comme contextualiser, j'ai parlé de la maison puis de la maquette que vous pouvez voir là, mais dans le fond, le récit se passe dans une période d'inondation. Donc, il y a une maison qui est en train de se faire inonder. Une des protagonistes essaie de convaincre son père de quitter sa maison, mais son père ne veut pas quitter la maison, ce qui arrive parfois, où les gens veulent rester chez eux, même si on leur dit que c'est dangereux ou ils sont en zone inondable. Donc, le père s'accroche à sa maison. Et donc, l'opéra est construit autour de ça. J'ai nommé quand même les collaboratrices, mais c'est un livret de Thomas Dufour. C'est composé par Ali Théa-Ripoll. Et puis, c'est la direction artistique qui est faite par Julie Crespon. Puis, Émilie Langlais a participé au développement du prototype. Donc, c'est des maquettes qu'elle avait créées pour illustrer chaque scène de l'opéra. Donc, ce qui est intéressant, en fait, l'opéra est créé à partir d'une technologie qu'on appelle la capture volumétrique. Donc, on a des chanteurs et chanteuses réels qu'on capte en 360 avec des caméras. Puis, on les intègre dans un univers 3D. Donc, c'est super intéressant comme matière à travailler parce qu'on a comme tout à construire. Puis donc là, c'est un peu les univers qu'on avait développés pour le prototype. C'est aussi le type d'outils qu'on développait pour permettre aux interprètes de voir dans quoi ils vont s'inscrire parce qu'ils travaillent avec l'invisible. Puis de comprendre l'espace. Donc, on avait vraiment vu que c'est une maquette, puis l'eau monte, donc on passe d'un étage à l'autre. Travailler avec quelque chose qui est comme plus architectural, où on voit les plans, les coupes en plans de chaque étage, puis qu'est-ce qu'on peut voir ou pas. Je pense pour cette image-là, c'est ça. Donc ça, c'est en studio lors de la captation. Donc, vous voyez qu'il n'y a aucun décor et ils sont dans un espace très, très, très restreint. Fait que c'était assez challengeant aussi au niveau physique, comment on va pouvoir les guider pour qu'ils puissent vivre l'espace, comment aussi même au niveau de la réalisation, on pensait les déplacements pour que finalement, on n'a pas l'impression qu'ils fassent du surplace parce que c'était vraiment, c'est très, très petit là, comme espace. Et dans un monde idéal, là, vous voyez une image où ils sont les 2 ensemble parce qu'on captait seulement le son, mais on les captait séparément parce que si ils sont les 2 ensemble dans l'espace, en fait, là, il y a certaines caméras qui sont bloquées, puis donc on n'a pas toute l'information pour recréer les personnages en 3D après coup. Ce qui fait qu'il y a eu aussi la préparation en amont pour qu'ils puissent se préparer à jouer et chanter tout seuls. C'est ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ça vous montre un peu ce que nous, de l'extérieur, on voyait.
C'est aussi, tu sais, c'est vraiment des nouvelles technologies. Donc, l'approche qu'on a avec Clémentine, c'est de travailler aussi avec les glitches parce qu'on sait qu'on n'aura pas une image parfaite. Puis au niveau esthétique, ben pour ne pas être déçu, on préfère anticiper. C'est pour ça qu'avec les costumes, vous voyez, on a comme travaillé en exagérant les bandes parce qu'on a envie qu'en post-production, on arrive à créer des personnages puis de leur donner quelque chose peut-être de plus dessiné plutôt que d'essayer de reproduire quelque chose d'hyper réaliste puis d'être déçu parce qu'on n'arrivera pas à quelque chose de... C'est ça, d'aussi précis. Puis, je veux dire, il y a des studios qui permettent de faire la capture volumétrique. Ils ont 100 caméras. Nous, on en a 8. Parfois, il y en avait 9. Mais donc, c'est sûr que c'est ça. On essaie de tirer le plus avec la technologie qui est comme accessible. Super. Puis, ici, on a... Mais là, c'est pour vous montrer un peu tout le travail de recherche qu'on a fait en termes de texture aussi. Donc, on a fait plusieurs captations, puis ensuite, tous les petits carrés, là, c'est des textures qu'on vient appliquer sur les personnages. Donc, on fait des essais pour voir qu'est-ce que ça va donner, comment on va pouvoir les travailler. C'est assez sombre, là, dans les visages, vous voyez. On est encore en train de développer, là, mais donc, d'essayer de créer quelque chose qui va peut-être plus se rapprocher du dessin. Là, on travaille avec des textures de points, donc c'est ça. Super. Puis ça, c'est dans le fond un peu l'univers dans lequel ça va s'inscrire. Donc, la maison, on a imaginé quelque chose là, de très, très sobre. Puis c'est beaucoup un travail de lumière dans lequel on va inscrire les personnages. J'ai un peu triché les images. Donc, à voir dans le sens où... il y a une petite texture d'appliquer, donc à voir dans le résultat final jusqu'où on pourra aller au niveau des textures. Mais ça vous donne quand même une idée un peu. Puis, je sais que c'est pas une ciné-danse, mais je me demandais quand même, parce que je pense que l'œuvre réfléchit au corps dans son rapport à la technologie puis à la mise en scène également. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur cette thématique-là? Oui, bien, en fait, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que l'espace est très, très restreint. Puis, donc, il fallait comme préparer et voir comment, au niveau de la gestuelle, on travaille. Il y a aussi le fait que les gens vont pouvoir se rapprocher des personnages ou regarder la maison en entier. Donc, comment on réfléchit le corps par rapport à l'espace quand on a autant de marge de manœuvre. Donc, les gens vont pouvoir aller vraiment capter le visage. En fait, le public devient finalement le cadreur. Fait que en opéra, souvent, on est dans l'expression qui est plus grande. Le chant aussi est plus fort. Mais là, on est dans l'intimité de la maison, donc on a comme voulu travailler peut-être quelque chose qui prend un peu moins d'espace, mais de trouver le juste milieu entre quelque chose où on peut être très, très proche puis assez éloigné. C'est ça. Sarah Bild a été conseillère au mouvement pour aussi travailler comme la subtilité des gestes. Puis le ressenti, ben c'est ça, je pense. Puis aussi, ben, au niveau de la mise en scène, on a décidé de travailler aussi avec, comme pour pouvoir déplacer nos personnages. Pour nous, c'est comme de travailler avec ces jeux de lumière, puis d'apparition et de disparition. Donc, on assume que nos personnages vont pouvoir, par un moment, disparaître, puis ils apparaissent un peu plus loin. C'est réfléchi comme ça dans la musique, puis dans la mise en scène pour que on ait comme plus d'amplitude, puis qu'on occupe l'espace. Puis le choix de la réalité augmentée ici, est-ce que ça t'avait été imposé dès le départ pour le projet? Okay. En fait, le projet pouvait passer de la réalité augmentée à la réalité virtuelle, c'est-à-dire d'un environnement toujours avec tablette et téléphone. Donc, on part d'une prémisse réalité augmentée, mais où on peut vraiment comme avoir une image qui prenne le dessus sur notre environnement réel. Alors qu'en réalité augmentée, on a toujours accès à notre environnement. Nous, on a choisi de créer une œuvre à l'échelle de la maquette parce qu'on aimait ce que ça donnait au niveau du corps, le déplacement du public autour de la maison. Puis j'aime beaucoup travailler avec des maquettes. Mais c'est ça, donc on a fait le choix de rester dans un environnement réel, puis à aucun moment la maison du public disparaît, mais on va jouer avec comme la maison, les couleurs de la maison, mettons, vont être assorties à l'environnement dans lequel on est plongé. Super, merci. Et puis, il nous reste, il me semble, un projet qui est à bras-le-corps.
et qui est là une ciné-danse. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu À bras-le-corps? Oui, donc c'est un film aussi en développement, donc qui est un film traditionnel, un court-métrage de danse sur la manifestation, sur le geste et le corps manifestant. Je me suis intéressée au groupe, en fait, à ce que c'est que d'être ensemble et d'agir ensemble. Puis comment ces corps entrent en relation. C'est des gens qui ne se connaissent pas, qui se rassemblent et qui occupent l'espace public. Donc, c'est un projet, en fait, que j'ai décidé de travailler vraiment en collaboration avec les interprètes. C'est-à-dire que, par exemple, notre première rencontre, j'ai rassemblé plusieurs interprètes et la première rencontre, on a seulement discuté, même si c'est des gens qui viennent du milieu de la danse. Chacun parlait de son rapport à la manifestation, est-ce qu'il croyait au potentiel de la manifestation pour changer les choses, pour revendiquer, exprimer leur colère. Est-ce que... c'est ça, c'était quoi le regard qui était posé sur la manifestation? Puis ces discussions-là ont permis de recueillir de la matière pour développer l'œuvre. Donc, j'ai travaillé en collaboration avec une historienne de la photographie. On a sorti plusieurs images qui faisaient écho aux discussions. Puis, j'ai imprimé ces images-là, je les ai emmenées en studio. Puis là, on a travaillé le geste manifestant, le corps du manifestant à partir de ces photographies-là. Et j'ai comme créé une œuvre en plusieurs tableaux, si on veut. Parce qu'il y avait en fait, souvent, ce qui revenait dans nos discussions, puis je pense que l'œuvre a commencé à être créée, en fait, en temps de pandémie, avec la distanciation. Fait que c'est sûr qu'on était beaucoup dans la bienveillance, le care, et beaucoup moins dans la confrontation ou l'affrontement. Puis donc, je pense que ça se sent beaucoup dans l'œuvre, mais l'idée de l'œuvre, c'est de créer quelque chose de polysémique où on retrouve toutes ces nuances-là. On a souvent des images qui nous viennent des médias, des manifestations qui vont être, bon, les meurtres, mais comment on peut revenir au cœur de ce qui motive la manifestation. Puis quand il y a les meurtres, bien, il y a aussi beaucoup de care et de tendresse et de soins pour les autres. Puis j'avais envie que ça se retrouve dans l'œuvre. Puis il y avait aussi beaucoup la question de à qui s'adressent ces manifestations-là, qui vient aussi capter d'autres images, parce que là, c'est une ciné-danse, donc on travaille, c'est une captation d'une danse, mais d'une manifestation. Puis dans les manifestations, bien, c'est des images qui sont créées, et à qui elles s'adressent, puis c'est quoi leur pouvoir à ces images-là. Par exemple, une des collaboratrices dans la phase de développement, Stéphanie Yancy Brazo, qui est d'origine autochtone, elle disait, quand dans une manifestation autochtone, si tu joues du drum, tu es devant et donc tu es médiatisé plus rapidement. Donc, elle a été prise en photo, elle a été surprise de se revoir dans les médias. Puis pour elle, c'est des manifestations qui s'adressaient peut-être plus à sa communauté. Donc, comment... c'est ça. L'idée a été finalement de créer un film qui joue là-dessus. Mais en fait, j'ai choisi cet extrait-là parce que je voulais pouvoir vous montrer en fait le jeu aussi de les choix qu'on a fait avec le directeur photo, Jonathan Auger, de caméra. Donc, on a comme une caméra en Steadicam qui est comme plus fluide, omniprésente, qui peut être un peu comme pratiquement un interprète parmi les autres, un manifestant, une manifestante. Puis ce regard-là extérieur, donc, qui est comme un zoom qui fait des mouvements plus rapides, qui est plus, c'est ça, fragile, plus nerveuse, en fait, comme caméra. Puis la jeunesse de ce projet-là, qu'est-ce qui t'a fait retourner ou revenir à la ciné-danse un petit peu plus... J'ai l'impression que je n'avais pas nécessairement quitté, en tout cas dans ma tête, avec les œuvres pour le théâtre, tout ça, qui sont comme plus traditionnelles. Mais j'avais aussi l'impression que ce projet-là ne pouvait pas s'exprimer en réalité virtuelle. J'avais justement, par ce rapport aux images-là, parce que j'avais envie d'occuper l'espace public avec déjà un regard dirigé. Puis aussi, il y a quelque chose dans le travail de l'image qui n'est pas la même. Puis c'est sûr qu'il y a un moment où j'avais envie aussi de travailler avec des images qui peuvent avoir une qualité plus grande, parce qu'en réalité virtuelle,
des fois, il y a cette petite frustration-là où finalement l'immersion nous fait vivre une expérience complète. Mais même si on filme en 8K, la qualité, elle est comme elle est sur 360, finalement, elle est moins grande que sur un film traditionnel. Fait que j'avais envie. Puis c'est tout un autre langage pour travailler aussi au niveau de la rythmique. En réalité virtuelle, on va quand même moins avoir des montages plus dynamiques. Puis pour moi, travailler la ciné-danse aussi avec un montage qui peut être plus, c'est ça, dynamique ou travailler autrement, en fait, c'était plus porteur pour ce projet-là. Puis il y a eu quand même des défis de création, même si c'était un médium plus que tu maîtrisais déjà pas mal. On a commencé en pandémie. C'est sûr que ça faisait partie des défis de travailler en studio au départ avec les masques. Mais sinon, c'est un tournage extérieur. Fait que je pense que tout tournage extérieur vient avec ses défis. On ne peut pas tout contrôler, en fait. Puis c'est souvent des projets qui vont assez rapidement là, dans les journées de tournage, mais donc il faut faire avec, tout d'un coup, on a un gros nuage, notre scène était super ensoleillée, puis la prise d'après, c'est ça, on a un nuage... Donc, on arrête tout le monde, puis on installe des voiles, puis on essaie de recréer notre environnement. Fait que le soleil réapparaît. Et le soleil réapparaît. C'est ça. Fait qu'il faut composer avec l'environnement. Aussi, on avait choisi un lieu où on pensait pouvoir tourner dans plusieurs axes. Puis 2 jours avant le tournage, c'est près d'un chantier de construction. Ils ont coupé la rue en 2, mis plein de cônes oranges. Fait que là, on perdait un espace. Fait que... C'est ça, mais je pense que chaque projet a ses défis. Tourner en extérieur, puis pour moi, c'est un très gros projet. C'est la première fois que je travaillais avec une aussi grosse équipe là, c'est ça, pour faire vivre et permettre au film d'exister. Donc, c'est ça, avec Pierre qui est coproducteur ici dans la salle. Donc, c'est ça, c'était... J'aimerais bien, en fait, ouvrir les questions à la salle. J'en ai beaucoup posé, mais peut-être que vous avez aussi des questions pour Shélanie. Donc, je ne sais pas si... Oui. Je pensais juste par rapport au parcours. Tu avais dit que tu venais des arts visuels et médiatiques de l'UQAM. Oui. Est-ce que c'est en danse ou carrément art visuel et médiatique? Art visuel et médiatique. Ok, c'est le baccalauréat donc. Oui. Et après, tu as fait un DESS en quoi? En fait, c'est en art, création, technologie, puis je l'ai converti en maîtrise individualisée. On peut faire ça. Donc, j'ai transformé en maîtrise. Je ne suis pas sûre si tu l'as déjà dit ou pas, mais est-ce que tu as déjà... comment tu as abordé... comment tu as appris à travailler avec la caméra 360 degrés? Est-ce qu'on t'as fait une formation ou en utilisant la caméra? En fait, c'est ça. Quand j'ai appliqué au DSS, on m'avait accepté avec mon projet de VR et je suis arrivée en constatant qu'il n'avait pas de caméra. J'étais sur le coup bien déçue, mais finalement, j'ai eu la chance en magasinant les caméras, tout ça, j'ai comme pu un peu découvrir. J'avais déjà expérimenté, puis j'avais eu un cours où on avait comme un peu travaillé avec des caméras, mais on n'avait pas de caméra, c'est ça, 360, c'est des GoPro qui étaient assemblés, puis là, on pouvait comme créer une image 360. Mais ça se fait assez bien. Tu sais, c'est limite plus facile que les caméras traditionnelles parce qu'il n'y a pas mille options. Ça demande juste plus de patience parce que des fois, c'est des caméras un peu instables. Après le stitching, j'ai appris beaucoup tutoriel, c'est ça. J'ai beaucoup appris par moi-même. Mais comme c'est assez précis et spécifique, c'est pas trop compliqué de trouver là, les ressources. Ce qui est compliqué des fois, c'est que c'est ça. C'est des technologies assez éphémères. D'ailleurs, ça me fait penser que je voulais parler d'un concept de reconnaissance technologique, mais parce que c'est beaucoup c'est ça, d'obsolescence programmée, là, si on veut, que ça change assez rapidement. Fait que c'est ce qui est plus épuisant des fois, c'est de toujours se mettre à jour, puis de voir, mon casque a toujours fonctionné, je pouvais le connecter sur un Mac, puis maintenant, c'est plus possible. Il faut que je trouve d'autres façons de connecter mon casque sur Mac.
C'est pour nous encourager à changer de technologie. Puis, toutes nos technologies, vous le savez, nos téléphones, nos cellulaires, tout ça, c'est des minéraux qui sont issus de pratiques extractivistes. Donc, les gens qui travaillent sont souvent dans des conditions très, très difficiles, proches de conditions d'exploitation. C'est dur pour l'environnement aussi. Fait que ça, j'essaie de garder ça en tête aussi, puis de prolonger la vie de l'équipement que j'ai. Si je peux, par exemple, là, le projet pour lequel je travaille, les productrices ont d'autres projets en réalité virtuelle. Elles ont un casque. Bien, j'ai fait le choix quand mon casque a brisé, est devenu obsolète, de travailler avec un casque qui n'est pas le mien. Ça a ses enjeux, ses défis, ça demande plus d'aller-retour. Mais au moins, il est partagé parce que je ne suis pas 24 heures sur 24 en train d'utiliser mon casque. Fait que c'est des tout petits gestes là, qu'on peut faire. Je me suis écartée de ta question, mais ça m'a fait penser. Et juste pour compléter, sur le tournage, quand tu regardes, quand tu as le retour caméra, du coup, tu as un retour 360 aussi? Oui. Okay. Tu peux pas dans l'eau, mais en dehors de l'eau, tu peux connecter à ton téléphone, par exemple, ou une tablette. Puis tu peux soit avec ton doigt bouger l'image, soit bouger comme ça, puis tu vas voir. Sauf que ça reste quand même assez petit. Fait que c'est sûr que c'est pas là où tu vas voir que le sourire portait pas la bonne intention, par exemple. OK, merci. Moi, je suis curieuse. Tu dis que tu veux essayer d'attirer un nouveau public avec la VR, mais sachant qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a un casque de réalité virtuelle parce que c'est quand même cher et tout, comment tu fais pour essayer d'attirer ce nouveau public-là vers la VR, justement, sachant que c'est pas tant accessible que ça? En fait, ça, c'est le discours pour l'opéra qui est en réalité augmentée, donc c'est pour les téléphones. Fait que ça, c'est plus accessible. Mais c'est quand même une très bonne question parce que ça reste que c'est des applications qui vont être au final assez lourdes puis que c'est pas tous les téléphones qui vont pouvoir les jouer. Donc, je pense que dans un monde idéal, ça serait accessible et fluide sur tous les téléphones. Puis là, presque tout le monde peut accéder à l'opéra en réalité augmentée, puis sans avoir à se déplacer. Puis je pense que ça va être offert sur une plateforme de l'Opéra de Montréal. Puis ça va être, si je ne me trompe pas, là, sous toute réserve, mais il me semble que ça va être offert gratuitement. Donc, ça vient briser certains enjeux là, d'accès au niveau financier. Puis, oui, c'est ça. Après, je pense que là, c'est peut-être de diversifier aussi les œuvres, de peut-être avoir des moments où tu peux quand même l'expérimenter avec une tablette dans un lieu. Ou, par exemple, moi, la réalité virtuelle, là, je ne me revendique pas de démocratiser ou de vouloir aller chercher d'autres publics avec la réalité virtuelle. Pour moi, je le vois plus dans des œuvres qui vont être en contexte d'exposition, plus que des œuvres qui vont être regardées. Tu sais, comme l'idée serait plus d'avoir un parcours en premier dans des galeries ou des centres d'art avant de le rendre accessible en ligne sur des plateformes. Puis, il y a aussi YouTube ou Vimeo qui ont maintenant tu sais, des options 360. Fait que c'est sûr que tu n'as pas la pleine immersion, mais tu peux voir l'œuvre, puis avec une souris, te déplacer dans l'image là, comme si c'était une œuvre 360. Fait que c'est sûr que ça vient chercher d'autres publics, mais tu perds quand même l'immersion là, quand ton œuvre est rendue là. Oui. Justement, en parlant d'exposition, est-ce qu'il y a eu des acquisitions muséales de tes œuvres? Et est-ce que, si c'est oui, est-ce que vous avez pensé à l'obsolescence justement de la technologie et de la maintenance au niveau institutionnel, enfin, le cycle muséal? Non, j'ai pas, tu sais, en fait, c'est plus des circuits en festival, ce type d'œuvre. Puis donc, je suis pas dans un musée ou une collection. Donc là, en général, c'est assez frais, la technologie. C'est ça, il n'y a pas encore la question de l'obsolescence, mais c'est sûr que c'est une très bonne question. Juste moi, pour conserver mes œuvres, c'est une question que je me pose. Je pense qu'il y a malheureusement, il y a des œuvres qui vont être peut-être plus difficiles puis aussi qui vont être vite désuètes ou en tout cas démodées parce que la technologie on s'habitue vite aussi à l'image ou au son ou en tout cas à l'environnement qui est possible. Donc, de revenir avec un projet qui comme
Puis je pense que tu as aussi des œuvres là, qui sont dépendantes d'un contexte, notamment toutes les œuvres dépendantes de la scène, etc. etc. Oui, c'est ça. Toutes les œuvres de la scène, là, c'est un contexte différent. Fait que pour moi, ce qui en reste, finalement, c'est souvent des bandes annonces ou les photos. Mais un peu comme en performance, on va avoir des photos aussi qui témoignent de l'œuvre. Là, je pense que j'ai beaucoup d'images qui témoignent de mes œuvres. Puis pour la suite, ben c'est ça, je verrai. Je vais me confronter probablement à ça plus prochainement. Mais... Je talonne le musée des Beaux-Arts pour faire rentrer Chélanie dans leur collection permanente. Ce serait trop bien. Oui. Avec ton concept de ciné-danse, est-ce que tu as le désir un jour d'aller porter ton œuvre au cinéma, par exemple, ou sur des plateformes vraiment populaires, large public? Ben c'est sûr. Après, ça reste le circuit court-métrage. Donc, c'est un public quand même précis. Peut-être des gens dans la salle qui pourraient en parler plus ou mieux que moi par rapport à la distribution de films et de courts-métrages. Mais oui, l'idée du film de danse, c'est vraiment de faire les circuits de festivals. Puis là, ben, il y a comme deux avenues. Il y a beaucoup étonnamment, festivals de ciné-danse qui ont été créés aussi, comme un engouement. Il y a par exemple même, je pense que c'est le 21 mars, la Nuit de la danse au FIFA. Festival international de films sur l'art, où il y a des films, des courts-métrages de danse toute la nuit, ou en tout cas pendant 5 heures, je pense, quelque chose comme ça. Fait qu'il y a quand même plusieurs possibilités là, pour l'œuvre. Puis oui, c'est toujours de penser un premier circuit, puis après de la rendre accessible sur Vimeo, par exemple. Mais tu es surtout dans l'expérimentation, alors tu aimes bien avoir des projets qui sont nouveaux, différents à chaque fois. J'aime développer des langages artistiques différents, puis de voir le potentiel, mais il y a quand même tout le temps le corps, tout le temps la danse. Fait que finalement, mon médium, c'est peut-être plus ça. C'est le corps en mouvement, quelque part. Oui, puis selon les projets, ben, je vais chercher des médiums différents. Mais par exemple, l'œuvre de ciné-danse que je vous ai montrée, j'aimerais aussi beaucoup créer d'autres œuvres pour l'accompagner puis la présenter en contexte d'installation vidéo, donc en galerie. Puis là, c'est autre chose parce que tout ce que je vous disais en amont, toutes les discussions avec les interprètes, j'ai aussi des enregistrements, j'ai fait comme des échanges avec eux. Puis je pense que ça pourrait aussi venir enrichir d'avoir l'œuvre, mais d'avoir aussi les expériences c'est ça, toutes sortes d'expériences. Il y a aussi, pendant le tournage, j'ai demandé il y a eu 2 photographes de plateau, si on veut, un photographe de plateau traditionnel et un photojournaliste qui est venu me prendre en photo. Donc, j'aimerais ça comme intégrer ces images-là puis de créer une installation. Oui. Moi, je me demandais quelles sont tes inspirations en général, tes grandes inspirations pour les ciné-danses ou toutes tes œuvres. Est-ce que tu as des points clés, des œuvres clés qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore? J'aurais dû me préparer pour ça. Je trouve ça toujours tellement difficile, alors que oui, il y a plein d'œuvres qui me parlent. Puis là, je ne saurais pas laquelle nommer comme ça en premier. On dirait... Tu sais, je suis vraiment nourrie par... même par la photographie, souvent, je vois des images pour la danse, par exemple, pour Sissi, que vous voyez ces corps-là qui sont souvent un peu, qui sont renversés, qui sont, de jouer avec la gravité ou avec le poids du corps. Bien, j'avais été inspirée par des photos, puis tout d'un coup, elles prennent vie dans ma tête, là, puis elles deviennent... pour moi, ces images-là sont porteuses de mouvements. Puis c'est pour ça que je pense que j'ai une première tendance que j'essaie un peu de déconstruire, puis je pense qu'avec mes nouvelles œuvres, ça se déconstruit doucement, mais à créer des choses qui sont souvent plus dans la durée ou plus dans la contemplation, plutôt que d'être dans quelque chose de très rythmé. Mais là, pour le film sur la manifestation, j'ai travaillé un peu autrement. Puis j'ai travaillé avec un monteur pour la première fois aussi, ce qui change aussi la dynamique puis l'approche. Sinon, c'est sûr que j'ai une longue liste, mais je suis souvent inspirée par
des films qui intègrent la danse, il y a un film de Celia Rolson Hall qui m'avait beaucoup parlé, qui s'appelle Emma, qui est un long métrage muet de danse. Puis je trouvais ça quand même très audacieux de faire un long métrage sans dialogue de danse. Puis moi, cette œuvre-là me parle beaucoup. Elle a créé plein d'images, plein de jeux aussi avec la caméra. Sinon, il y a Shadow Animals, et là, j'oublie de qui est un court-métrage et qui se trouve, en tout cas aux dernières nouvelles, il se trouvait en ligne on est comme un peu dans la perspective d'une jeune fille qui est dans un souper d'adultes, puis c'est ça, c'est très dansé, mais on est quand même proche de l'univers du court-métrage traditionnel. Mais c'est comment on part de... En fait, je pense que je suis souvent inspirée de choses comme la manifestation de thèmes et d'environnements qui s'ancrent dans notre monde réel, mais qui a une couche d'émotions, puis qui emmène une transformation par toutes ces sensations, puis tout ce qui est vécu par les personnages, si on veut. Oui. Est-ce que tu travailles avec des chorégraphes? Vous intervenez un peu dans le processus créatif de l'autre, c'est-à-dire par exemple, est-ce que toi tu peux un peu donner des idées dans la chorégraphie pour apporter à ta ben, c'est sûr, je dirais que ça dépend. Bien, pour Underwater, c'est ça. Comme on a travaillé beaucoup en collaboration, oui, j'arrivais des fois avec des images, puis ça me parle. Est-ce qu'on peut créer où on est en piscine, puis il y a des choses, justement, tu sais, je sentais que de voir ces corps-là qui disparaissent ou qui sont tirés de l'eau un peu magiquement, ça me parlait. Mais tu sais, des fois, j'ai des trucs, mais ça ne s'applique pas directement en mouvement, là. Puis comment t'emmènes des interprètes aussi à créer quelque chose qui va se tenir, à créer vraiment une chorégraphie, puis sortir de juste une image. C'est tout un art que je n'ai pas forcément. Fait que oui, puis la chorégraphe est venue, tu sais, c'est moi qui ai fait le montage pour Underwater. Bien, elle est venue, on a fait comme plusieurs moments de session de montage. On travaille comme ça dans les deux sens. C'est moi, je suis là en piscine avec elle, puis je donne aussi mon opinion. Mais tu sais, si on a un désaccord, c'est elle qui va trancher, ou en tout cas un désaccord, c'est peut-être même un grand mot, là. Mais tu sais, c'est ça, si on a des opinions qui divergent sur un truc, bien, au final, peut-être dans la portion chorégraphique, elle va se faire confiance, tu sais. Puis je pense que c'est un peu la même chose en réalisation. Mais je trouve que c'est toujours enrichissant dans tous les projets. De toute façon, on aime ça avoir un regard extérieur puis quelqu'un qui emmène d'autres idées. Fait que des fois, Caroline, elle me dit « Ah, au montage, il y a ça, ça me parle pas » ou « J'aime pas ça ». Puis elle pointait quelque chose, puis j'étais comme « Ah, mais... » C'était peut-être pas tout à fait ça. Puis là, je trouvais que, en fait, c'est peut-être la coupe en amont qui est problématique. Puis là, quand tu dénoues ça, bref, ça emmène tout le temps, je pense que ça transforme l'œuvre pour le mieux. Puis dans le cas de la ciné-danse à bras-le-corps, là, j'ai travaillé avec 2 chorégraphes différentes, mais c'est des conseillères au mouvement. Donc, c'est plus moi qui tranche. Au final, c'est une dynamique de collaboration qui est un peu moins comme... c'est serré, qui est moins dans, très, très proche à chaque étape, tout ça, mais qui est super importante. Il y avait Stacy Desilliers, qui est une des interprètes qui pouvait emmener comme, c'est ça, elle avait son regard, si on veut, intérieur, mais aussi extérieur, elle a joué les 2 rôles. Puis Sarah Bild, encore une fois, qui était sur le projet d'opéra, puis sur celui-là, qui... c'est ça, tu sais, je pars d'idées, d'envie, puis Sarah, elle essaie de faire émerger un peu ça dans le corps, puis d'emmener un peu de précision dans les mouvements. Ouais, c'est pas mal ça. J'ai peut-être une dernière question pour clore la séance, une question un petit peu ouverte en fait. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes esprits ici. Est-ce que tu aurais des conseils peut-être sur la façon dont on collabore, parce que tes projets, il y a beaucoup de collaborateurs, ou peut-être la façon dont on aborde par exemple la transdisciplinarité, ou la multidisciplinarité, ou la recherche avec les nouvelles technologies. C'est un peu des trucs et astuces, des positionnements d'auteurs pour se faciliter la tâche down the road, je dirais.
Bien, je pense en termes de collaboration, c'est de vraiment en amont, avant que le projet débute, de définir nos attentes de nos collaborateurs, puis de définir les rôles de chacun. Par exemple, avec Caroline, au départ, bien, chorégraphe, réalisateur, réalisatrice, il y a beaucoup de points communs. Il y a beaucoup de, tu sais, les costumes, ou tu sais, ce qui est visuel, puis ce qui est, fait que les costumes, la musique, ça appartient, c'est aux deux, en fait. Fait que si c'est pas clair en amont que ça va être quelque chose qui va être créé dans la collaboration, puis que, par exemple, le chorégraphe pense qu'elle va créer tout ça, puis qu'au final, la réalisatrice dit ben non, c'est moi qui décide des costumes puis de la musique, ça veut créer des frictions, là. Fait que c'est vraiment de définir c'est quoi nos attentes dans la collaboration. Puis aussi au niveau du langage, on prend pour acquis que tout le monde parle un peu le même langage, là, mais des fois, on va parler de certaines choses, puis c'est pas la même chose dans nos univers respectifs et nos disciplines respectives. Puis de développer aussi des outils. Là, avec le projet d'opéra, c'est super intéressant parce que moi, je lis pas la musique, par exemple. Puis donc, la compositrice nous a vraiment fait des vidéos de la partition avec le curseur qui se déplace pour qu'on puisse vraiment suivre puis diriger les interprètes. Fait que de ne pas avoir peur de créer puis de développer des outils pour faciliter la communication puis la collaboration. Ça, c'est... Puis pour les nouvelles technologies, je dirais de ne pas avoir peur d'aller chercher comme de l'aide ou des ressources. Surtout, c'est ça, réalité virtuelle, réalité augmentée. Tu sais, je réalise on est quand même des petits milieux, des petites communautés, puis il y a beaucoup de solidarité. Fait que de ne pas avoir peur là, d'aller voir d'autres créateurs, d'autres créatrices, puis de leur demander des conseils. Puis souvent, bien, c'est comme ça que... C'est ça, on trouve nos collaborateurs, nos collaboratrices, puis que c'est ça, c'est donnant-donnant, là, je pense, d'être généreux sur ce qu'on découvre, puis aussi inversement, d'aller chercher. Ben, merci beaucoup, puis je pense qu'on peut l'applaudir. Hein? Merci à vous.